Bonjour, cette séquence concerne le limiteur supraconducteur de courant de défaut, qui est un appareil très innovant, sans pratiquement d'équivalent classique, du moins en haute tension. Faisons un petit rappel historique et revenons un peu plus d'un siècle en arrière, le 8 avril 1911 plus précisément. Ce jour-là, le physicien hollandais Eike Kamerlingh-Onnes note dans son cahier de manipulation que la résistance du mercure devient nulle vers 4 Kelvin. C'est la découverte de la supraconductivité. Elle n'avait été prédite par aucune théorie à l'époque. La principale, mais aussi la plus remarquable propriété des supraconducteurs est leur résistance strictement nulle. Comme vous pouvez l'observer, lorsque l'on plonge cette bobine supraconductrice dans de l'azote liquide, à moins 196 degrés, sa résistance devient rapidement nulle, comme l'indique cet appareil. Malheureusement, cette propriété extraordinaire n'existe qu'aux basses températures, ce qui entraîne une forte contrainte technique, même si la cryogénie, science des basses températures, est une technologie industrielle très bien maîtrisée. La principale propriété des supraconducteurs est donc leur résistance nulle. Cela signifie l'absence totale d'effet Joule, mais aussi des densités de courant extrêmement élevées, soit de faibles sections de passage. Vous avez là deux conducteurs qui transportent le même courant, environ 100 ampères. Celui-ci est supraconducteur et l'autre est résistif en cuivre. Par ailleurs, l'absence de résistance fait qu'il n'y a pas d'amortissement des courants dans un supraconducteur. C'est ce qui explique, par exemple, la suspension d'une pastille supraconductrice, ici l'élément noir, en dessous d'un aimant permanent. Avant d'étudier le limiteur supraconducteur de courant de défaut, voyons les applications actuelles des supraconducteurs. Le marché mondial annuel de la supraconductivité est de 5 milliards d'euros environ. Une des principales applications reste l'imagerie médicale, IRM, qui permet de faire des images précises en 3 dimensions de nos tissus mous, comme les muscles. Ces images sont particulièrement utiles pour les médecins. Il y a plus de 35 000 IRM de corps humains dans le monde et ils sont en très grande majorité supraconducteurs. Une autre application est la physique des particules, avec notamment l'accélérateur du CERN à Genève, le LHC. Cette immense machine, avec ses détecteurs géants de particules, a permis de découvrir le boson de Higgs en juillet 2012, dont la traque avait démarré depuis près de 50 ans. C'était en effet l'élément manquant du modèle standard. Cette découverte formidable n'a été possible que grâce aux supraconducteurs. Nous allons nous intéresser maintenant à l'évolution du champ électrique en fonction de la densité de courant d'un supraconducteur. Considérons un fil supraconducteur parcouru par un courant I sur lequel 2 prises de potentiel ont été placées pour relever la tension V aux bornes. Traçons le champ électrique, c'est-à-dire la tension divisée par la distance entre les 2 fils de potentiel, en fonction de la densité de courant, qui est tout simplement le courant divisé par la section du fil supraconducteur. Au départ, lorsque la densité de courant n'est pas encore trop élevée, le champ électrique est strictement nul, nous sommes dans l'état supraconducteur. Par contre, le champ électrique augmente extrêmement rapidement dès que la densité de courant atteint une certaine valeur. Le supraconducteur dissipe alors beaucoup puisque la densité de courant et le champ électrique sont tous les deux élevés. De nouveau, il faut en effet noter les fortes valeurs de densité de courant, des centaines d'ampères par millimètre carré. Rappelons que la densité de courant classique dans le cuivre est de quelques ampères par millimètre carré. La caractéristique intrinsèque champ électrique densité de courant est par conséquent fortement non linéaire. C'est sur elle que va se baser le limiteur supraconducteur de courant de défaut. Totalement transparent en dessous d'un certain courant, l'élément supraconducteur devient naturellement une résistance élevée variable qui limite les courants de défaut. On adapte le courant de déclenchement par la section de l'élément supraconducteur et la tension par sa longueur. Une fois le limiteur isolé du circuit par un disjoncteur, il se refroidit et rapidement il retourne à l'état supraconducteur, redevenant transparent pour les circuits et il peut être alors remis en service.
Vous avez là un essai de limitation avec l'élément supraconducteur plongé dans de l'azote liquide. Une source de tension alimente à travers l'élément supraconducteur les ampoules. Il n'y a alors aucune bulle au niveau du supraconducteur puisqu'il ne dissipe strictement rien étant dans l'état supraconducteur. Par contre, lorsqu'on fait un court-circuit, de très nombreuses bulles apparaissent puisque l'élément supraconducteur a perdu son état supraconducteur par dépassement de courant. Le court-circuit l'a rendu fortement dissipatif, d'où les bulles, et c'est ce phénomène qui limite le courant. Le film est en fait accéléré pour pouvoir voir quelque chose. Vous voyez là le relevé de cet essai avec le courant en fonction du temps. Nous observons bien le régime permanent, puis le court-circuit avec la très brusque augmentation du courant, mais qui est fortement limité grâce au supraconducteur. Une fois le circuit ouvert, le supraconducteur se refroidit et peut être remis en service peu de temps après. Le limiteur de courant de défaut est souvent appelé par son acronyme anglais FCL, Fault Current Limiter. En résumé, le limiteur supraconducteur de courant de défaut est basé sur la caractéristique intrinsèque champ électrique densité de courant fortement non linéaire d'un supraconducteur. L'élément supraconducteur intègre la détection et la limitation est inhérente et instantanée. La limitation est 100% fiable et garantit tout courant en dessous d'une certaine valeur bien définie. La disponibilité, quant à elle, n'est pas de 100%, elle est liée à la cryogénie, mais elle reste extrêmement élevée. L'isolation du circuit par un disjoncteur est indispensable et le limiteur peut être remis en service au bout d'un certain temps. Ce temps peut être réduit par des dispositions particulières. Nous voyons là des simulations d'un réseau électrique équipé de limiteurs de courant de défaut sur les différents départs. Elles illustrent l'intérêt du limiteur et sa deuxième fonction, qui est l'isolation des défauts. Cette figure montre le courant dans le transformateur avec et sans limiteur. L'amplitude du courant de défaut est fortement réduite, diminuant considérablement les contraintes sur les matériels, transformateurs, organes de coupure. C'est le principal intérêt du limiteur de courant. Cette seconde figure illustre la deuxième fonction du limiteur, l'isolation des défauts. Elle montre en effet la tension sur les départs. Sans limiteur, la tension des départs est nulle suite au court-circuit. Par contre, avec le limiteur après un régime transitoire court, la tension est maintenue sur les départs et toutes les charges restent alimentées. L'impédance élevée introduite par le limiteur isole le défaut. C'est important pour toutes les charges sensibles au creux de tension. Après de très nombreuses expériences pilotes réussies à travers le monde, les premiers limiteurs supraconducteurs de courant de défaut commerciaux ont été installés dans les réseaux, notamment dans le réseau anglais. Voyez là la photo d'un des deux appareils qui ont été mis en service en 2015 dans le réseau anglais pour une utilisation permanente. Pour les réseaux de distribution, les limiteurs supraconducteurs sont déjà sortis de la phase de développement en laboratoire et sont aujourd'hui à mi-chemin entre les projets pilotes et le déploiement industriel. Les concepteurs de réseaux doivent savoir qu'ils disposent maintenant de limiteurs supraconducteurs de courant de défaut 100% fiables et qui garantit tout courant en dessous d'une certaine valeur. Cet appareil correspond à une demande actuelle. Il leur permet de concevoir notamment des réseaux idéaux avec une puissance de court-circuit infinie, mais des courants de défaut réduits. Bien entendu, il reste encore un appareil jeune qui va se perfectionner. On peut s'attendre notamment à ce que le coût et l'encombrement du dispositif diminuent, ce qui renforcera son intérêt pour les gestionnaires de réseau. Enfin, il faut dissiper toute crainte vis-à-vis de la cryogénie, qui est totalement transparente pour l'utilisateur du limiteur supraconducteur.